Bonjour et ravi de vous retrouver pour Débat de presse, l'émission de décryptage des faits de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est chaque dimanche et ce dimanche, 3 sujets de débat. D'abord, le séjour du médiateur désigné de la CEDEAO, Mamadou Issoufou, au Burkina Faso, la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit dans le pays, mais aussi la durée de la transition ont été évoquées par le médiateur de la CEDEAO avec les autorités burkinabées, tout en déplorant la situation marquée par une partie du Burkina Faso qui se trouve hors du contrôle de l'État. Le médiateur avoue repartir avec un réconfort de l'esprit d'ouverture des Burkinabés. Les deux parties se sont-elles accordées sur l'essentiel? On en parle dans cette émission. Et dans cette émission, ces discours haineux qui commencent à se multiplier au lendemain du drame de Seitenga, qui a fait plus de 80 morts civils, en l'occurrence. Le gouvernement burkinabé qui condamne ces propos promet rechercher les auteurs et les punir selon la rigueur de la loi. Faut-il craindre le pire pour le Burkina Faso? Réponse avec nos invités. Et avec nos invités dans le débat de presse ce dimanche, c'est loi de l'Assemblée législative de transition sur notamment le statut des héros de la nation, mais aussi les martyrs. Beaucoup de discussions entourent l'adoption de ces lois. Pourquoi des divergences ont-elles lieu d'exister? On en parle avec Xavier Belemiégré, rédacteur en chef de Radio Burkina, éditorialiste. Bonjour Xavier. Bonjour Kindo et bonjour à tous. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, analyste politique. Bonjour Bari. Bonjour Fousseni, bonjour mesdames, messieurs. Merci d'être là pour le débat. Et puis troisième invité, Dieudonné Zungrana, éditorialiste, analyste politique. Bonjour Dieudonné. Bonjour Fousseni. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Et Dieudonné, on commence avec vous si vous le voulez bien. Après 48 heures de ce jour au Burkina Faso, le médiateur de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a estimé que la situation sécuritaire demeure difficile et il a eu des rencontres avec les autorités au sommet de l'État burkinabé et la conclusion de Mamadou Issoufou, c'est que la situation est délétère, certes, mais il y a un esprit d'ouverture des Burkinabés. Pour vous, est-ce que on va vers un assouplissement certainement de certaines sanctions peut-être avérées qui pourront que le Burkina pourrait courir après le coup d'État du 24 janvier dernier? Peut-être qu'avant de répondre à la question, bon, il faut quand même, on ne peut pas ne pas faire un arrêt sur cette polémique de la désignation même du médiateur, Mamadou Issoufou, l'ex-président du Niger. J'ai lu ces derniers temps, en tout cas, des sorties de personnalités qui récusaient cette personnalité-là désignée par la CEDEAO. Bon, entre autres, j'ai lu une sortie de Nestorine Sangaré, qui a été ministre sous Blaise Compaoré. J'ai lu la sortie du PSR Burkina et de l'UNDD, de Chouherman Yamuro et de Alain Zoubga. Tous ont égrené un chapelet de griefs contre Mamadou Issoufou. Il y a également Achille Tafsaba disant qu'il n'est pas vraiment habilité, il n'est pas la personne indiquée pour mener cette médiation-là. Bon, rapidement, mais je pense qu'un médiateur, la qualité principale, c'est l'impartialité. Bon, ces personnes, en tout cas, indexent beaucoup de griefs, soit disant que Issoufou aurait été vraiment, sinon l'artisan souterrain de la chute de Blaise, qu'il aurait applaudi des deux mains. Il a financé le MPP, il était l'ami des personnalités de premier plan du MPP, etc., etc. Bon, je pense que beaucoup aussi ne connaissent pas vraiment le président Issoufou. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a le caractère bien trempé. Je pense que les gens ne connaissent pas quelqu'un qui a fait 20 ans dans l'opposition, qui après 20 ans, il était toujours le deuxième, d'ailleurs on l'appelait le Poulidor, du nom de ce cycliste français qui arrivait toujours deuxième. C'était le Poulidor politique du Niger. Il arrivait toujours deuxième et c'est à la troisième tentative qu'il a étrenné l'impérium, qu'il a été élu en 2011. J'y étais, j'ai couvert cette élection en 2011, je suis allé chez lui, je l'ai interrogé. Je trouve que c'est une personnalité quand même qui ne transige pas. Quelqu'un qui a même laissé tomber un troisième mandat.
et qui a passé la main à quelqu'un. On l'a traité de lâcheur. Et d'ailleurs, pour ça, lui et Alpha Condé ne se saluaient plus. Parce que Alpha Condé trouve qu'il n'a pas bien fait de ne pas faire le troisième. Donc une telle personnalité, vous voyez bien qu'il est, d'emblée, il est contre les troisièmes mandats anticonstitutionnels et a fortiori contre les coups d'État. Donc quand même la CEDEAO va jusqu'à désigner une telle personnalité pour être médiateur, bon, je crois qu'ils ont pesé le pour et le contre. Et je pense que ceux qui le renient ne connaissent pas. Ensuite, on dit que, bon, vraiment, il serait proche, en tout cas, de ceci. Or, ceux qui le récusent, bon, si on voit, c'est la galaxie blaisiste. Pourtant, on nous dit que l'actuel MPSR est stipendié par les blaisistes. C'est-à-dire que Damiba, aujourd'hui, en tout cas, il joue le jeu des blaisistes ou autres. Mais s'il joue le jeu des blaisistes, mais Damiba devait être le premier à contester ce médiateur. Or, il n'en a rien été. Bon, alors, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Bon, et puis enfin... Et si c'était un jeu? Non, bon, si c'était un jeu, je ne sais pas. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si vous et moi, on est en bisbille, je désire M. Bellemieré de nous départager. Alors, M. Bellemieré ne trouve rien à redire. Il trouve que bon, vous êtes neutre. Parce que c'est ça, j'ai l'impartialité. Mais c'est certains de vos proches qui disent, ah non, on n'est pas d'accord parce qu'il est votre ami, il est quoi? Je trouve, est-ce que ce n'est pas un combat d'avant-gardiste et obsolète? Enfin, je termine, si je lis le communiqué final, bon, je pense que le président Youssoufou a dit que vraiment il a été bien accueilli, les choses, vraiment l'aparté avec Damiba s'est bien passé, il est satisfait, les autorités sont satisfaites. Le discours final est d'ailleurs, quand je l'ai lu, hein, le discours final est d'ailleurs d'une portée et d'une courtoisie diplomatique de haut niveau. Donc je pense que ceux qui le récusent là, bon, sont à l'état d'une guerre et il faut attendre. Maintenant, il y a la question du timing de la transition. Ça achoppe sur ça et je pense que Damiba serait bien inspiré de revoir vraiment le timing de cette transition pour amener ça à 24 mois, peut-être. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, pour le moment, cette médiation-là se déroule sous de bons auspices. Et si les autorités de la transition au Burkina estiment que 3 ans, c'est le temps minimum qu'il leur faut pour arriver à pouvoir... Mais c'est ça, je dis, actuellement, ça pointe sur ça. Peut-être, il n'est qu'à sa première rencontre. C'est son premier séjour en tant que médiateur. Il y en aura d'autres. Donc, c'est pour ça que je dis, ça achoppe sur le timing, sur l'agenda. On est à 36 mois, mais je pense que si, par exemple, il y a un éclairci au niveau de Bamako, en tout cas ici au Burkina, il faudra qu'on revoie les 36 mois, là, est-ce qu'on ne va pas ramener ça avec? C'est pour ça que je dis, ça achoppe sur ça, et c'est au fur et à mesure de cette médiation entre la CEDEAO et puis via Youssoufou et puis les autorités du Burkina qu'on verra si on va ramener ça à 24 mois août. Mais je trouve qu'aujourd'hui, cette médiation-là se déroule sous de bons augures. Oui, Xavier Bellemieré, c'est votre avis aussi que quelque part, certainement, il y aura des points de convergence, mais il y aura forcément des points de divergence. Et pour une première rencontre, est-ce qu'il y a de l'espoir? Bon, certainement qu'il y en aura au regard un peu de ceux avec qui il a échangé. Mais revenant par rapport à la récusation d'une partie de la classe politique, je crois que c'est bien légitime que les gens se plaignent un peu au regard un peu, vous l'avez dit, de l'approchement que ce monsieur avait avec le MPP. C'est bien normal. Mais dans le fond, je crois que le Burkina, ce n'est pas forcément une crise politique que nous vivons. Donc, ces aspects devaient être relégués en second plan de mon point de vue. C'est une crise sécuritaire. C'est une crise sécuritaire, c'est une crise alimentaire. Et je crois que les acteurs politiques, en principe, ne doivent pas ne doivent pas être mis en marge. De mon point de vue, au regard un peu de la préoccupation qui a été soulevée, je crois que le président Mamoudou Issoufou aussi, puisque dans son discours, il a dit qu'il y a quelque part une crise politique, il devrait aussi, de mon point de vue, rencontrer la classe politique au cours de ces 48 heures-là.
c'est vrai que ça a été plus ou moins revendiqué, mais il n'a pas été... Est-ce que ça faisait partie de son agenda? Justement, ça ne faisait pas partie officiellement, mais je crois que c'est une préoccupation, puisque dans son discours, ou du moins dans le communiqué final, c'est ressorti quelque part que nous vivons une crise sécuritaire, une crise humanitaire, mais aussi une crise politique, parce que c'est un régime qu'on a plus ou moins nettoyé. Voilà, donc pour moi, il devrait aussi penser à cette classe politique, ne serait-ce que les recevoir et écouter leurs préoccupations. Si au début de la crise, le ministre en charge des Affaires étrangères dit officiellement qu'il y a des Burkinabés qui sont pour qu'on sanctionne le Burkina, c'est que quelque part ça ne va pas. Et Mamoudou Issoufou aussi devrait avoir un œil sur cette classe politique qui, bien sûr, a décrispé un peu les passions pour que ça n'envenime pas les choses lorsqu'on va parler de calendrier électoral, lorsqu'on va dérouler le programme pour aller aux élections. Mais revenant un peu sur sa visite, je crois que quelque part, il y a eu aussi ce don qui a été, bon, pas un don, ce prêt, il faut le dire ouvertement parce que ça a été aussi critiqué par une partie de l'opinion, la CEDEAO qui nous a prêté des vivres. Bon, je ne sais pas à quoi cela renvoie objectivement. S'il faut, dans cette crise humanitaire-là, venir encore faire un prêt alors qu'officiellement on avait demandé. Et là aussi, je me pose ces questions parce que précédemment, au cours des conseils... Officiellement, pour vous, ils ont demandé un soutien ou un prêt? Bon, ils ont demandé un soutien. Maintenant, si on le prête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore les moyens pour de refuser, d'acheter, je veux dire, est-ce qu'il ne fallait pas nous les donner gratuitement? Oui, Abdoulaye Bari, le séjour de 48 heures de Mamoudou Issoufou, médiateur désigné de la CEDEAO, c'est sanctionné par un communiqué où on évoque à la fois une crise multidimensionnelle, crise sécuritaire, humanitaire, crise sociopolitique. Et pour vous, est-ce que, comme on le dit en langage banal, est-ce qu'on est sur une voie de sortir certainement ou de peut-être trouver un consensus avec la communauté internationale, sous-régionale, si vous voulez? Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, m'incliner devant la mémoire de ces Burkinabés qui ont été victimes de la barbarie, notamment à Cheitanga. Des gendarmes 11 sont tombés sous les balles assassines donc, des ennemis de la nation. Nos frères sont tombés, ont été sauvagement massacrés. On parle de chiffres officiels de 86 morts. C'est dramatique. C'est le continuum de la tragédie, l'inacceptable tragédie burkinabé. Je m'incline donc devant la mémoire de ces disparus, qui me rappelle un peu donc l'épisode de 2019 en septembre où Koutoukou est tombé. Et à l'époque, j'avais dit que il fallait ériger au rang de doctrine que le Burkinabé, l'armée burkinabé ne devrait pas céder 1 mètre carré de son territoire. Koutoukou a été un précédent dangereux. Nous avons plié bagages et malheureusement, ça continue un peu partout, comme on l'a vu à Cheitanga. On va souhaiter donc que l'âme des victimes repose en paix et que le Burkina retrouve son unité. Pour revenir donc à ce sujet, sur la visite du chef de l'État, l'ancien chef de l'État nigérien, 2 éléments importants avant de répondre à votre question. Monsieur Zungrana a un peu parlé du sujet, et puis notre Javier aussi. Sur d'abord, on va dire, la contestation d'une partie de l'opinion. Il faut donc situer la mission de l'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou au Burkina Faso. Il n'est pas médiateur dans la crise burkinabé, c'est-à-dire dans la crise inter-burkinabé, parce qu'il n'y a pas de crise politique au Burkina pour l'instant. Issoufou Mahamadou a été désigné par la CEDEAO pour être le médiateur entre la CEDEAO et la junte au pouvoir au Burkina Faso, pour s'accorder donc sur un chronogramme raisonnable, parce que les 3 ans fixés par les militaires au Burkina ne paraissent pas donc raisonnables pour la CEDEAO, conformément donc à ces textes et conformément aux réalités du terrain. Donc il s'agira donc, à travers donc la médiation de Issoufou Mahamadou, de s'accorder sur un chronogramme raisonnable qui pourra donc être soutenu par la CEDEAO. Je rebondis sur l'argumentaire de Javier. Je pense qu'il va falloir qu'on soit nous-mêmes honnêtes avec nous-mêmes. La CEDEAO a accordé un prêt au Burkina.
Au nom de quoi vous voudriez que la CEDEAO donne gratuitement une aide au Burkina? Elle n'est pas obligée. Il est de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir au Burkina d'assurer la sécurité au Burkinabé parce que c'est eux qui ont dit qu'ils peuvent le faire. Il est de leur responsabilité première de travailler à libérer le pays, à retourner les 2 millions de déplacés, à mettre en place un plan de soutien. La communauté internationale, elle a une responsabilité, mais nous sommes les premiers à être responsables. Donc, je vais dire, il faut arrêter ces critiques contre la communauté internationale lorsque, à l'intérieur, nous avons failli individuellement et collectivement. Et je trouve ça inadmissible. Il ne revient pas à un État ou à la communauté internationale. Il faut sortir de l'assistanat. Ça ne nous mènera nulle part si ce n'est juste pour se faire applaudir sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont pris le pouvoir. Ils ont dit qu'ils sont les hommes de la situation, qu'ils sont la solution. C'est à eux d'apporter des solutions au Burkinabé. Donc arrêtez ces discours-là, à mon avis. Et sur la question de la médiation de Mahamadou Issoufou. La médiation, comme je l'ai dit, elle va se pencher sur un chronogramme. Mais je regrette que la CEDEAO mette aujourd'hui l'accent uniquement sur le chronogramme. Sur la question sécuritaire, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque le Burkina est désormais un pays en danger à la fois pour son peuple et pour les autres pays. Surtout qu'il déclare qu'aujourd'hui, 40% du territoire burkinabé est hors du contrôle de l'État. Absolument. Je me dis, il faut réfléchir à une dynamique globale, apporter une réponse globale à travers donc une synergie d'action pour qu'on puisse sauver le Burkina, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les élections, évidemment, c'est une priorité, on peut le dire, parce qu'il y a des gens qui sont au pouvoir qui ne devraient pas l'être. Parce que la loi fondamentale du Burkina dit que pour être président, il faut être élu par le peuple souverain. Il est inadmissible que l'on accepte que ces gens, pour une raison ou une autre, puissent rester au pouvoir ad vitam aeternam. C'est pour dire qu'il est pertinent de s'accorder sur un chronogramme. Mais il est urgent davantage de sauver le Burkina, qui est un pays en danger. Dieudonné Zoungrana. Oui, je rebondis sur ce que M. Barry a dit. Il est urgent, mais je pense que, et ça je crois que c'est sa première visite, hein, si je le mettrais, c'est une première mission. Ouais, c'est une première mission, et je pense que quand même, il ne peut pas faire cette médiation-là, CEDEAO, MPSR, sans tenir compte de l'existence sécuritaire. Parce qu'effectivement, si le 40% du territoire est infesté par les djihadistes, bon, même si on donne 2 mois, mais à l'issue des 2 mois, est-ce qu'on peut organiser raisonnablement des élections vraiment légitimes? Non, on ne peut pas. Donc je pense que c'est un volet bon an, mal an, que M. Issoufou va intégrer dans cette médiation. Et la CEDEAO doit tenir compte, et pour vraiment voir aussi le chronogramme. Parce que c'est quoi? Les dirigeants burkinabés disent que il n'est pas possible d'organiser des élections avant les 36 mois. Le porte-parole du gouvernement l'a dit il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela. Il n'est pas possible d'organiser des élections avant les 36 mois. Bon, la CEDEAO dit que ce n'est pas possible. Il va falloir trouver un aggiornamento, vraiment une médiane, en français facile, en tout cas une entente, pour voir quel est le temps que la CEDEAO peut accorder au Burkina. Et c'est M. Issoufou qui va être justement le médiateur, le go-between entre le MPSR et puis la CEDEAO. Mais il n'est qu'à sa première rencontre. Donnons-lui quand même un peu de temps. Bon, sans autant ne pas attirer son attention qu'effectivement, bon, régler le problème, dire oui, la médiation, sans pour autant jeter un coup d'œil sur la sécurité, c'est un coup d'épée dans le fleuve Kadioko. Donc, je pense que ce volet-là, il ne peut pas l'occulter. Et je pense qu'il a son agenda. Bon, laissons-le un peu de temps. Il n'est qu'à sa première visite. Donc, ne dévançons pas l'iguane dans l'eau. Oui, mais Xavier, tout est urgent et prioritaire au Burkina, que ce soit la durée de la transition, mais aussi la question sécurité, le retour de la paix. Oui, effectivement, comme c'est une première visite, on peut peut-être voir ça ainsi, mais je crois que comme c'est un pouvoir issu d'un coup d'État,
Et comme je l'ai rappelé au début, ça veut dire que la crise sécuritaire que nous vivons, elle peut avoir aussi ses tentacules au niveau politique. Et en échangeant avec la classe politique, ça peut contribuer aussi à décrisper un peu l'atmosphère. C'est ce que je veux faire comprendre. Sinon, ce n'est pas forcément qu'il s'asseye déjà avec la classe politique pour dégager un chronogramme et envisager éventuellement les élections. Ce que je voudrais revenir, c'est par rapport au prêt de la CEDEAO. Juste une explication, parce que si vous voyez un peu le communiqué du ministère en charge de l'Agriculture, c'est comme si c'est l'Union européenne qui accompagne la CEDEAO dans ce prêt. Vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 semaines de cela, en Conseil des ministres, le gouvernement avait dégagé plus de 274 milliards pour investir dans cette crise humanitaire. Pour moi, si c'était à prêter, pourquoi ne pas acheter directement au lieu de nous dire qu'on va faire un prêt remboursable jusqu'en 2023 Ça, c'est des questions qui dérangent. Parce qu'au début, lorsque la CEDEAO a fait sa première mission ici, la préoccupation avait été posée. Je ne sais pas si c'est peut-être les médias qui ont mal rapporté. Et ils avaient promis 10 000 tonnes. Oui, il est vrai qu'il y a la question de la crise c'était un don de la CEDEAO. prégnante. Maintenant, avec les explications, on a compris effectivement qu'il y a un mécanisme qui se trouve au niveau de la CEDEAO qui fait l'objet de prêts. Oui. Et si on a dégagé ces 274 milliards, pourquoi ne pas l'acheter directement au lieu de nous dire... Oui, on aura compris votre point de vue, Xavier. C'est vrai que la crise humanitaire est assez prégnante, mais on est dans une vision holistique de l'analyse que nous faisons, d'autant plus qu'on n'a pas le droit ici de hiérarchiser les douleurs. Oui. Abdoulaye Bari. D'abord, je pense que lorsqu'on tend la main, on n'a pas à demander des conditions. Il faut pas... Allons droit au but. On tend la main, c'est pas à vous de fixer les règles du jeu. Il faut arrêter ce débat, c'est démagogique. On tend la main lorsqu'on commande, on n'a pas à fixer les règles du jeu. Prenez, vous allez payer jusqu'en 2023. Si on veut, c'est 2050. La question qui se pose, pourquoi aujourd'hui on doit tendre la main? Il y a des problèmes qu'on peut résoudre au Burkina Faso. On est en face d'un État failli, d'un leadership politique failli depuis des années. C'est ça le vrai problème. Il faut apporter une réponse à cela, pas rester dans des petits débats où il faut accuser la CEDEAO ou la communauté internationale. Maintenant, vous me parlez donc de la hiérarchisation. Donc, oui, c'est important. La CEDEAO a ses principes, démocratie, état de droit, oui. Et tel que la situation se présente au Burkina aujourd'hui avec ce deadline fixé par donc, les autorités de la transition, mais aussi lorsqu'on regarde un peu l'évolution des choses, je ne pense pas que si les choses continuent en l'état, même 5 ans, on pourra s'en sortir. C'est pas évident. C'est un État en danger, il faut le reconnaître. Mais est-ce que là aussi, le pouvoir de la transition n'a pas sa responsabilité en voulant fixer peut-être 5 mois, peut-être pour un premier bilan? Non, sa responsabilité première, ce n'est pas d'avoir fixé 5 mois. L'autorité de la transition aurait même fixé 2 mois. Puisque leur travail, c'est faire la guerre. Ils ont appris à faire la guerre. C'est ça leur travail. Ils peuvent donner 1 mois pour libérer le pays. Ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est que le deadline de la transition a été fixé sans une concertation avec la CEDEAO, par exemple. Une délégation de la CEDEAO, notamment dirigée par donc, le président ghanéen, était en route pour Ouagadougou. On l'a dévancé parce qu'il y avait des négociations pour faire l'investiture. Évidemment, je dis aujourd'hui, l'urgence est sécuritaire parce que c'est un pays en danger. C'est un pays qui est en train de sombrer et on ne peut pas observer ce pays en train de sombrer sans le sauver. Mais le déclic est d'abord au niveau national. Il faut que l'autorité politique en place sonne la mobilisation générale pour libérer le pays, même si bien évidemment, on peut s'attendre à des soutiens venant de l'étranger. Oui, et Dieudonné, pour terminer sur ce sujet. Oui, sonner le tocsin pour libérer le pays. Bon, chacun aujourd'hui, ça je vais dire, c'est un mantra que vraiment beaucoup de gens disent. Mais comment? On a parlé il y a 3 semaines ici de stratégie, ça repose la problématique de la stratégie. Bon, quelle est la bonne stratégie? Bon, on avait cru, et on va répéter la même chose, on avait cru effectivement que comme c'est des militaires qui ont pris le pouvoir, et effectivement c'est leur travail,
le militaire, c'est d'abord l'intégrité du territoire. C'est vraiment veiller à cette intégrité. C'est leur travail. Qui plus est, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit le pouvoir précédent a failli, nous allons recadrer les choses. Donc nous allons, en tout cas, éradiquer ou à tout le moins amoindrir vraiment ce terrorisme-là. Donc tous les Burkinabés ont applaudi. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est à cette tâche-là à laquelle le pouvoir en place doit s'atteler, avec le concours de tous les Burkinabés. Et quand je dis qu'il faut faire chorus derrière le MPSR, je ne dis pas pour supporter un gouvernement ou Damiba ou quelque chose. C'est faire chorus derrière des gens pour lutter contre l'union sacrée demandée par le président Damiba. Donc souvent c'est ça. Mais maintenant, quelle est la bonne stratégie? Moi en tout cas, parce qu'on dit oui, il faut vaincre. Mais pour vaincre là, il faut agir. Et pour agir, il faut une stratégie. Mais quelle est la bonne stratégie? Nous tous, même autour de cet arbre, nous le disons. Mais si on nous met devant le fait, je ne suis pas sûr qu'on va dire ça. Parce que quand même, nous avons dans l'armée aussi des gens quand même qui ont vraiment la tête sur les épaules. On ne va pas dire que toute notre armée est incompétente. Il y a des gens. Mais pourquoi ça ne marche pas? Moi, je me demande, oui, il faut y croire. Pourquoi ça ne marche pas? Oui. Moi, je n'ai pas la réponse. Il y a des gens, pourquoi ça ne marche pas depuis 7 ans? Depuis 7 ans, on change de personne. On a dit c'est telle personne. Est-ce que finalement, c'est toute l'armée, même burkinabé, qui pose problème? Ou bien, il faut... Parce que j'ai dit, c'est une armée qu'il faut refonder. Parce que Blaise n'a pas légué, en tout cas, une armée homogène, une armée apte au combat, d'une guerre symétrique. N'en parlons pas d'une guerre asymétrique. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je n'ai pas la très réponse. rapidement, et puis on va passer au second sujet. Je voudrais rapidement bondir sur ce discours dominant, donc, notamment des tenants de pouvoir. Dieudonné l'a abordé. Il faut faire bloc derrière les MPSR. Non, il ne faut pas faire bloc derrière les MPSR. C'est au MPSR de montrer que, non, avec la version le pouvoir de la transition. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, les autorités de la transition qu'il faut... Non, ce n'est pas ça. C'est aux autorités de la transition de créer le cadre d'un large consensus national. C'est un projet politique. Le peuple burkinabé ne peut pas aujourd'hui créer ce bloc indispensable parce que je ne pense pas que si on interroge le ressenti du peuple burkinabé sur les autorités de la transition, que ce soit un ressenti qui offre donc, on va dire, le caractère de neutralité aux autorités de la place. On les accuse, par exemple, de prendre position pour l'ancien régime. Donc, je veux dire, ça ne favorise pas... Pour un ancien régime, sinon... Pour un ancien régime, je veux dire, ça ne favorise pas ce large consensus national. C'est un projet politique qui doit être porté en premier lieu par le chef de l'État, le colonel Damiba. On ne peut pas, on va dire, balancer des discours en l'air comme ça, il faut qu'on se mette derrière. Non, 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 c'est un projet politique. Non, quand même, je précise... C'est un projet politique. Je précise ma pensée. Quand je dis faire bloc, ce n'est pas... Je ne parle pas de s'aligner derrière... Je précise bien ma part. Je ne parle pas de s'aligner benoîtement derrière un régime. Mais quand même le régime, il lutte contre l'aide terroriste, bon, le discours n'est pas de dire non, en fait, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Il faut dégager pour que d'autres viennent à leur part. Bon, moi, ce discours aussi, je ne le partage pas. Quand je dis bloc, je dis autant faire face autant faire face ce n'est pas de saluter, de créer le cadre. Oui, le cadre, mais il y a un leader, il y a toujours un leader qui crée ce cadre. Je ne parle pas de saluer benoîtement devant un régime. On aura compris. Deuxième sujet, Xavier Belemiégré, ces derniers temps, notamment cette semaine, on l'a vu sur les réseaux sociaux, des messages vocaux véhiculés par plusieurs sources qui appellent à la haine contre des communautés au Burkina, et le gouvernement a même réagi là-dessus. Le gouvernement estime que ce sont des propos qui choquent profondément la conscience humaine, mais aussi le gouvernement promet de retrouver les auteurs. Est-ce que avec cette situation, et il faut le préciser, c'est au lendemain du drame de Seitenga, est-ce qu'avec cette situation, il ne faut pas craindre le pire?
Bon, de mon point de vue, non. Je crois que ça a été favorisé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers donc la facilité de passage à travers les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. C'est ça qui a beaucoup plus amplifié les choses. Bon, c'est encore interpeller la conscience collective par rapport à la diffusion de ces messages. Je crois que beaucoup de Burkinabés ne mesurent pas souvent la portée de la dissémination de ces messages, alors que ceux qui sont découragés, ceux qui sont méprisés par rapport à la situation n'hésitent pas à relayer ces informations. Je crois que le gouvernement a bien fait de réagir. Mais on a vu, il y a un parti politique même qui a fait une déclaration dans laquelle il indexe une communauté ethnique bien précise. Je crois que c'est la diffusion du message à grande échelle qui complique un peu la situation. Le gouvernement a réagi en interpellant un peu la conscience collective, mais je crois qu'il faut que beaucoup d'acteurs s'impliquent pour limiter la propagation de ces messages-là. C'est notamment les leaders au niveau local. Il y a aussi les artistes qui doivent aussi travailler, de mon point de vue actuellement. Aujourd'hui, si vous voyez sur les réseaux sociaux, les messages où les gens acceptent et partent lire directement, ce sont les vidéos postées par les artistes et autres. Je crois qu'à leur niveau, s'ils travaillent beaucoup plus, ça va encore amoindrir la situation. Sinon, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est favorisé essentiellement par les réseaux sociaux, les nouvelles manières de communiquer actuellement. Et pour que on puisse mettre un frein à ça, il faut que les autres acteurs s'impliquent pour qu'on puisse arriver à Abdoulaye Bari. Est-ce que cela ne s'explique pas aussi par le fait qu'on a comme l'impression qu'on assiste aujourd'hui au Burkina à une perte des valeurs? C'est comme s'il y a une sorte d'indifférence du Burkinabé face à la vie humaine, face à tout ce qui est en train de nous arriver. Est-ce que nous sommes vaincus par la fatalité? Non, je vais dire, il faut savoir analyser ces audios-là. C'est le ressenti de beaucoup de personnes. La preuve, Javier est journaliste. Il dit que ce n'est pas faux, mais c'est la manière de le dire. Il est journaliste. Et pourra préciser sa passion. Ça prouve la profondeur du drame national. Ceux qui commettent ce drame n'agissent ni au nom d'une religion, en particulier l'islam, ni au nom d'une communauté, qu'ils exposent au danger de toutes parts. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent lorsqu'on est en face d'un État en faillite, incapable d'assurer la sécurité à ses enfants? Il y a problème aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Le ressenti, ça a toujours existé, pas forcément sur une communauté. Tout le monde pense quelque chose de quelqu'un. Ça, c'est une réalité au Burkina, voilà. Et puis dans d'autres pays, parce qu'il y a des éléments structurels de cette crise-là qui remonte à très très longtemps. Donc on a la misère, les inégalités sociales, on va dire le comportement qu'on va dire inacceptable de certains représentants de l'État au niveau local. Aujourd'hui la crise scolaire, il y a beaucoup d'éléments, il y a aussi des éléments accélérateurs, mais aussi il y a des éléments détonateurs malheureusement. Mais là où je dis qu'il est urgent d'agir, voyez-vous, ce n'est pas le fait que l'État n'apporte pas une réponse tout de suite, parce qu'on sait que l'État est incapable. Et ces audios ont révélé quelque chose de très important. Au fait, le manque de piliers sur lesquels la nation burkinabé puisse s'appuyer. Est-ce que vous avez vu au Burkina on va dire des légitimités non étatiques se lever pour dire la nation est en danger? Face à ces audios, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a plus de piliers sur lesquels on doit s'appuyer pour rebondir face au drame. Et moi, quand on m'a parlé des audios, parce que je n'ai pas pu comprendre ce que ça veut dire, mais je vais dire, ces audios ont été amplifiés par les réseaux sociaux, mais c'est une réalité de la société aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter une réponse? Parce que tout le monde n'a pas cette capacité de compréhension et d'analyse. Il y a des gens dont, on va dire, le substrat socio-culturel a fermé les portes de la raison, malheureusement. Comment
pouvons-nous nous en sortir face à ce drame à l'absence d'un État protecteur? Parce que la sécurité, quand même, il est de la responsabilité première de l'État. Mais l'État n'est pas capable de protéger les citoyens. L'État met désormais en danger la vie des citoyens. Que voulez-vous que les citoyens pensent? Ils vont voir l'ennemi partout et chacun va vouloir se défendre. Et pour vous, c'est le fruit de la désespérance? Bien sûr, c'est le désespoir. Mais il serait utopique de dire que c'est le résultat en fait, d'imputer ça au MPSR, du pouvoir en place. Non. Soyons honnêtes, ce n'est pas parce que le pouvoir en place n'est pas à la hauteur qu'il y a ces problèmes. C'est des problèmes structurels qui existent. Mais malheureusement, les éléments structurels là prennent du temps pour se mettre en place. J'ai parlé de la pauvreté, j'ai parlé de la crise autour de la terre, c'est-à-dire le foncier, la crise de l'emploi. C'est-à-dire ça crée une sorte de cocktail explosif. Mais il y a évidemment, comme dans toute crise, des éléments qui peuvent créer l'explosion, alors que ces éléments peuvent ne même pas être liés au contexte. Dieudonné Zoumrana. Oui, je dirais que ces discours nauséeux-là, envers une communauté dont les membres sont parmi les djihadistes, ne surprennent pas. Vous aurez remarqué que quand l'encéphalogramme sécuritaire danse le yo-yo, quand ça monte, il y a ces discours-là. Souvenez-vous de Solhan, de Inata et Seitenga. Seitenga, c'est aussi sécuritaire. Et vous aurez remarqué que Seitenga repose un peu la problématique des communautés à se défendre avant l'arrivée des FDS. Voilà. Ça repose la problématique axée sur la défense des communautés face aux terroristes avant l'arrivée des FDS et même après leur départ. Quand on voit l'image cauchemardesque de ces pères de famille poursuivis et abattus de sang-froid comme des lapins de Garenne à Seitenga, quand on voit ça, quand même, ça pose la nécessité qu'on dote quand même les communautés d'armes. Non, je finis. Oui, c'est ça. Parce que puisqu'il a parlé d'absence de piliers, d'un cocktail. Oui, mais ça, c'est un des aspects. Puisqu'on reproche à quoi? Souvent, les populations civiles sont là, on dit il y a un camp à 12 km, à 40 km, et le drame se poursuit à pète. Donc, ça repose la nécessité de ces communautés de les doter d'armes et de munitions pour se défendre en attendant ça, tout en évitant les dérives. Parce que c'est ça. Heureusement, je trouve, heureusement d'ailleurs, sans pour autant dédouaner l'État, je trouve que quand même les autorités ont promptement réagi en ramenant les auteurs de ces audios-là à se repentir par les mêmes canaux. Vous avez vu que, voilà, par les mêmes canaux. C'est ce que dit en partie Barry. Il fallait qu'il y ait des gens, des autorités morales iconiques pour justement cultiver cette cohésion-là qui est en train de foutre le camp. Parce qu'aujourd'hui, ces audios-là, c'est des bourgeons de la guerre civile. C'est des bourgeons de la guerre civile. Donc je pense que ça, les autorités ont réagi au cas de tout en faisant ça. Mais je pense aussi qu'il faut regarder du côté des provinces pour éteindre ces velléités-là et de fièvre communautaire-là. On ne le dit pas, on ne veut pas le dire, mais en filigrane, on a comme l'impression que c'est des communautés qui s'affrontent, même derrière ce terrorisme-là. On ne le dit pas, parce qu'aujourd'hui, si tu le dis, tu seras vraiment taxé, on va insulter ton papa, ta maman. Mais si on arrive à régler ce problème-là en province, aujourd'hui, l'État doit plus regarder en province face à ces audios vraiment haineux-là. Et regarder en province, c'est voir les chefs des communautés, les chefs religieux, et pour vraiment prévenir. Donc je pense que ça, c'est une solution. Xavier va préciser sa pensée, oui, allez-y. Oui, juste ajouter qu'il faut ces légitimités extra-étatiques, comme Barry l'a dit, pour refiler le même message. Parce que lorsqu'on écoute, si au-delà de l'État, au-delà du porte-parole du gouvernement qui dit officiellement à travers un communiqué qui condamne et qui appelle à la cohésion, s'il n'y a pas ces légitimités extra-étatiques qui ne transcendent pas forcément de l'État, qui répondent aussi à travers les mêmes canaux, je crois que le message ne va pas passer. Et si ces leaders coutumiers ou religieux ou je ne sais pas,
quelle autre légitimité, quel autre titre ils portent au niveau local. Si ces gens-là aussi peuvent, à travers donc ces audios, refiler le même message pour dire non, attention, parce que nous allons vers une guerre civile, je crois que le message va porter. Oui, Abdoulaye Bari. Je vais dire, la question du terrorisme, elle mérite une analyse profonde. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, on va dire, c'est le résultat du pourrissement de la situation. Si en 2016, on avait fait une analyse, on va dire, responsable de la situation et apporté les remèdes nécessaires. Oui, c'est-à-dire qu'une analyse sans complaisance, un diagnostic sans complaisance, on aurait pu contenir la menace. Ça n'a pas été fait. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, je vais dire, c'est à la limite logique puisque c'est le résultat du pourrissement de la situation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes évidemment dans les centres urbains, peut-être loin des menaces, mais la question du terrorisme, nous n'arrivons pas à l'appréhender dans toute sa plénitude. Évidemment, on peut accuser certaines communautés d'être derrière au regard de ceux qui tiennent les calaches, mais la question, elle est plus que ça. La typologie de la menace, des différentes menaces aujourd'hui, telle que compilée de la stratégie militaire du Burkina, révèle qu'il y a une dimension communautaire dans cette crise. Cette dimension communautaire, elle est née autour du foncier, le partage donc de la terre, parce qu'il y a une communauté qui est de tradition éleveur, il y a d'autres communautés qui sont de tradition agriculteurs, c'est-à-dire ils cultivent la terre. Or, il se trouve que ces deux entités se partagent la même ressource qu'on appelle la terre. Avec la démographie galopante, chaque entité veut plus d'espace. Ces gens s'affrontent, ils se sont toujours affrontés. Mais comme on avait un État pas fort, mais on avait l'illusion d'un État fort, il arrivait quand même à garantir une sorte d'équilibre. C'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous avons un État failli qui n'arrive pas donc à garantir cet équilibre. Et l'élément important qu'il faut signaler, si aujourd'hui on peut dire que bon, un nombre important de ceux qui tirent sont d'une communauté, mais il est important de savoir qu'il n'y a pas que les bataillons. Je veux dire, il n'y a pas que ceux qui tiennent donc les kalachnikovs. Aujourd'hui, la question du terrorisme, le financement du terrorisme, la question de l'économie du terrorisme, c'est ce carburant qui apporte des milliards. Il y a des gens qui vivent du terrorisme qui n'appartiennent pas aujourd'hui aux communautés qu'on accuse. Mais ils vivent du terrorisme à partir du carburant, à partir du business. Où est-ce qu'on doit les classer? On les classe terroristes ou pas? Puisqu'il faut qu'ils apportent le carburant. Il faut qu'ils apportent on va dire, les ingrédients nécessaires. Les intrants qui permettent donc, la question à est ces profonde. malfaiteurs de pouvoir agir. Voilà, même si on venait à la limite à éliminer ces gens-là qu'on accuse, le problème reste profondément posé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas couper les branches. Il faut couper le problème à la racine pour résoudre en ayant en tête qu'il est indispensable de construire une nation burkinabé, un État fort et juste qui garantisse à chaque Burkinabé la sécurité, la santé et se sentir en liberté dans son pays. Oui, Dieudonné, il l'a dit, couper le mal à la racine. Et comment faire pour effectivement couper ce mal à la racine et éviter le pire à notre pays? Ça c'est une colle. Je ne sais pas, peut-être que mon voisin de droite, peut-être après, pourra donner une réponse. Non, je vais. Non, c'est pour ça qu'il faut faire le distinguo avec au niveau des terroristes. Bon, je pense qu'il y a quelques mois, on a parlé de dialogue. On va dialoguer avec certains, mais avec certains, ça va être le bâton. Voilà, carotte pour d'autres, bâton pour certains. Bon, mais effectivement, au-delà de cette tambouille intercommunautaire, là, c'est ce que Barry a dit, ça va au-delà de ça. Mais effectivement, la question foncière, elle est là. Même avant l'avènement du MPCR, il était de notoriété publique dans certaines contrées. Il y a souvent des escarmouches mortelles entre les Peuls et puis les agriculteurs. N'ayons pas peur de mots. Parce que des bœufs d'un berger sont rentrés dans les champs d'un agriculteur. Ça a dégénéré. Mais le problème a pris de l'ampleur aujourd'hui. C'est pour ça quand même, au-delà de ça, il faut, dans ce dialogue-là, où en est-on même avec le dialogue, il faudra peut-être que le gouvernement nous fasse vraiment un point d'étape
Oui, parce que c'est ça, avec qui on a dialogué, c'était où et à quel résultat on a abouti. Mais ça permet de faire le distinguo, parce qu'aujourd'hui, on a, comment éviter le pire, on a ceux avec qui on peut peut-être discuter. Le GNIM, par exemple. Mais si on prend CETENGA, c'est l'EGS qui sévit là-bas. Or, l'EGS, c'est quoi? L'EGS régente les contrées là selon leur code. Ils appellent les tactiques de guerre asymétriques. Ils ont leur pensum et doctrinaux. Et en français facile, ils veulent que les gens laissent la barbe pousser, des pantalons courts, qu'ils prient. L'EGS, c'est des enragés. On ne peut pas négocier avec eux. Or, CETENGA, apparemment, c'est l'EGS qui a vraiment pion, vraiment, sur CETENGA, qui est une bretelle très importante pour les forains, ceux qui transportent les bœufs vers le Niger et vers le Burkina. Et même qu'on parle, ça je ne sais pas, peut-être qu'on me démentira, que le sous-sol de CETENGA est très riche géologiquement. Donc tout ça, ça fait que CETENGA me rappelle un peu Namounou. J'ai été dans ces deux régions. Namounou, CETENGA aussi, il y a un grand marché. Comme à Namounou, il y a un grand marché de bétail et tout. Donc il y a un commerce crapuleux, criminel, qui est florissant là-bas. Et ceux qui tiennent ce commerce-là n'entendent pas qu'on vienne vraiment fouiner. Donc pour éviter le pire, bon, pour en revenir à votre question, bon, je ne peux pas prétendre avoir la solution. Mais bon, Barry a évoqué certains aspects. Il y a les confrontations communautaires, mais il y a d'autres, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Katiba. Aujourd'hui, au début, si on avait pris le problème par les racines, peut-être qu'on n'en serait pas là. Parce qu'au début, on a assimilé ces attaques à l'ancien régime qui voulait renverser le MPP. Après, on a vu que les Katiba sont vraiment devenus une kyrielle. Aujourd'hui, on ne connaît pas leur nom. Il y en a qui sont là, on ne les connaît même pas. Est-ce qu'on peut vraiment résoudre tout ça là? Moi, je ne sais pas comment éviter le pire. Bon, moi, je ne sais pas. Peut-être est-ce que le tout-guerre, puisqu'il y en a qui disent il faut combattre la guerre. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'il faut combattre en dialoguant? Est-ce que franchement, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la solution. On va aller rapidement. Abdoulaye Bari et Xavier Belemiégré, oui. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait le courage d'affronter ce qu'on pourrait appeler les sujets tabous de la nation, avec tout le recul que cela impose. Parce que lorsque nous regardons... Qu'il y ait un débat franc et sincère je veux dire, sur ces questions. lorsqu'on regarde les sujets tabous de la nation, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Que ce soit l'élite intellectuelle, que ce soit les gens au niveau local, lorsqu'il y a un problème entre des gens, il ne faut pas d'emblée dire que tel a raison ou tel a tort. Nous sommes dans un état de droit. Il revient de permettre à ce que chaque Burkinabé soit protégé par la loi. Et on a vu, depuis des années, voire même des décennies, j'ai observé avec stupéfaction, lorsqu'il y a un problème avec un agriculteur et un éleveur, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. La question, elle est amplifiée. Non, nous sommes dans un état de droit. Il faut permettre à la justice de trancher ces questions, permettre à l'État de réguler les conflits au niveau local, parce que c'est du rôle de l'État. Nous n'avons pas à nous ingérer. Justement, mais souvent, la justice tranche, la justice quand même tranche, M. Barry. Ça au moins... Hein? Non, oui, souvent la justice tranche. En tout cas, j'ai vu qu'il y a eu quelques exemples où la justice a tranché. Pour faire si vous dites que la justice tranche, des moments, il y a eu des cas où mais ça ne résout, les problèmes restent posés. Oui, bon, il y a des centaines de Burkinabés qui ont été massacrés, il n'y a jamais eu de justice. Yirgou est un cas emblématique de l'atteinte aux valeurs de la République. On ne peut pas faire table rase sur ça, ok? Il ne faut pas dire que la justice tranche souvent. Ce que je dis, il est important de mettre les moyens à la disposition des acteurs de la justice pour protéger l'état de droit, parce que c'est ça qui va garantir à chaque Burkinabé, on va dire, sa sécurité. Parce que, voyez-vous, ces audios qu'on balance, je l'ai dit pertinemment, que si on regarde, c'est très facile d'accuser une communauté d'être derrière, mais il y a des éléments importants à comprendre. Ceux qui agissent, ils n'agissent pas au nom d'une religion, surtout pas l'islam. Ils n'agissent pas au nom d'une communauté. Et voyez-vous, la peine ne peut pas être collective. C'est pas parce que moi j'appartiens à la même communauté
qu'un terroriste, moi qui me bats pour la République, pour la démocratie, qui me bats pour une armée forte, que je dois payer parce qu'un terroriste est peu. Je suis désolé. La peine, elle doit être individuelle. Et le deuxième élément à comprendre, si vous regardez, évidemment, ceux qui tirent, ils appartiennent dans l'ordre de 40% à cette communauté. Mais en même temps, ce qu'on oublie, c'est la communauté qui est aussi victime. 99% des membres de la communauté ne sont pas terroristes. Ils n'ont pas de projet terroriste. Ils ne soutiennent pas les terroristes. L'islam, ces gens parlent d'islam, mais ils ne parlent pas au nom de l'islam. Ils ne protègent pas, ils n'agissent pas au nom des musulmans, ni du Burkina, ni du monde. Il faut éviter l'amalgame. Et le dernier élément qui est important, qui fournit les motos? Oui. Qui fournit les motos aux terroristes? Est-ce que les motos sont fournies aux terroristes gratuitement? C'est du business. Qui fait ce business-là? Qui vend le carburant aux terroristes? Est-ce qu'ils appartiennent à la communauté des terroristes? Quels sont ceux qui gagnent le plus du terrorisme? Ce n'est pas ceux qui tirent. Bien évidemment, je dis que s'asseoir, dire qu'un tel est responsable, ça donc, ne peut pas... évitons les amalgames. Je termine. Il est important de renforcer l'état de droit pour que chacun puisse être protégé. Et ça, ce n'est pas propre aux lois de la République. Les lois de la République ne permettent pas qu'on exclue un Burkinabé, qu'on le stigmatise. Notre avenir réside dans la construction d'une nation forte, d'un État fort, juste et solidaire. Et d'un avenir collectif. Et oui, Xavier Belemiégré avait demandé... C'était par rapport à cette politique de sécurité nationale qu'on rédige depuis pratiquement 5 ans et qu'on n'a pas le bout du tunnel. Peut-être qu'en l'implémentant, on peut aussi avoir des résultats probants. Il y a une politique qui a été élaborée depuis bien longtemps et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas encore été adopté officiellement. S'il y a des termes clés qui peuvent permettre aussi d'appuyer, d'actionner certains leviers pour qu'on puisse avoir des résultats sur le terrain, je crois que ça peut être intéressant. Oui, ouais. Dieudonné, pour terminer rapidement. Oui, les motos, quand on voit 200 terroristes juchés sur des motos Sanili, c'est pour ça que j'ai parlé d'économie criminelle. Une calache coûte combien? Entre 500 et 600 000 au Sahel ici. Qui paye ces calaches-là? Qui paye ces motos? Qui met le carburant? Et même ces terroristes-là, semble-t-il, sont payés. Mais qui paye tout ça? Cette économie-là vient quelque part. Donc, bon, on a parlé de ça plusieurs fois sur ce même plateau. Et je veux terminer sur ces audios-là. Il faut quand même dire que s'il y a eu ces audios, bon, qui ont eu un écho chez certains, bon, quand même, l'appel à s'en prendre indistinctement à cette communauté-là n'a pas prospéré. Il faut au moins reconnaître, parce que quand même les Burkinabés aussi ont quand même, c'est vrai, il y a quand même des gens aussi qui savent que non, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc cet appel au meurtre ou quoi, je ne sais pas, là, à s'en prendre à cette communauté de façon indiscriminée là, n'a pas prospéré, n'a pas eu d'écho. Même si ces appels-là ont fait le buzz. Ça aussi, il faut avoir c'est ça aussi la vérité historique qu'il faut avoir le courage de le dire. Oui, et voilà. Très rapidement pour terminer, Abdoulaye Bari, le dernier sujet, c'est loi adoptée à l'Assemblée législative de transition, notamment sur le statut de martyr et d'invalide, mais aussi sur le statut des héros. On a vu, il y a eu beaucoup de discussions autour, alors que quelque part, quand on interroge l'histoire du Burkina Faso, le débat ne devrait pas être aussi houleux que ça. Et pourquoi je ne comprends pas? Puisque quand vous prenez par exemple la loi sur les martyrs, ils se sont butés sur les questions de définition, les questions de date, et martyr à partir de quand, et martyr, qui est martyr, etc. Et ensuite les héros, je crois qu'ils sont remontés à 1919. On fait quoi de notre histoire bien avant 1919? Non, enfin, il faut savoir quand même qu'avant 1919, il est difficile de reconstituer les prémices d'une nation burkinabé. Oui, 1919 marque une date importante dans l'histoire du pays. Voilà, c'est vrai qu'en temps le pays a dû disparaître dans le sable mouvant des savanes, mais il reste bien évidemment que 1919 reste une date importante. Là n'est pas le problème. Et le projet n'est pas nouveau. Hein. Quand vous prenez par exemple le projet sur les pupitres de la nation, c'est un projet, c'est une loi qui avait été votée en 2015 sous donc la transition, qui visait donc à la fois à donner aux enfants des martyrs ou des enfants reconnus comme tels
les accompagner dans le cadre de la nation. Mais ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a essayé de contextualiser ça aussi en prenant en compte la donne actuelle marquée donc par le terrorisme, par des forces de défense et de sécurité qui se battent quand même quotidiennement contre un ennemi et malheureusement ça se traduit par des victimes. Il est important donc d'accompagner les enfants de ces militaires-là, de ces FDS-là qui meurent malheureusement au front. Il semble qu'il y a un décret donc, qui accorde ces 25 000 francs non, à chaque enfant, mais aussi l'école et la santé. C'est bien, je pense qu'il est important de protéger ces enfants parce que ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour la République. Ensuite, il y a une loi pour les héros. Les héros, le débat, vous avez raison, il y avait un débat sur qui peut devenir héros. Est-ce qu'on peut être héros de son vivant ou c'est quand il est mort qu'on est finalement héros? Et je pense qu'on s'est accordé qu'il fallait, le statut de héros là, c'est beaucoup plus, c'est surtout pour des gens qui sont morts. Parce que si on vous accorde le statut de héros aujourd'hui pour ce que vous avez fait et que demain vous faites le contraire, bon, voilà, ça paraît bizarre quoi. Donc, il faut que ce soit des gens qui sont morts à qui on accorde le statut de héros. Mais par contre, on n'a pas dit que c'est fermé. 1919, c'est vrai, mais si par contre on se rend compte qu'avant 1919, il y a des gens qui ont marqué l'histoire, qui répondent aux critères, ils peuvent être des héros nationaux. Donc il y a aussi les invalides et les martyrs de la nation, ça peut être dans le cadre de l'insurrection, ça peut être donc, c'est une loi qui leur donne un statut et accorde aussi, on va dire, un accompagnement. Je pense que c'est une très bonne chose dans l'ensemble. Oui, Dieudonné Zoungana. Oui, bon, c'est vrai qu'il faut partir quand même d'une date, voilà, d'une date 1919. Je pense que c'est une date qui est assez symbolique. Mais pour moi, bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais même pas pourquoi il y a eu cette polémique. Parce que, bon, pour moi, hein, tous ces anonymes même là, qui sont tombés sur le champ de bataille pour défendre la patrie là, ce sont des héros. C'est des héros anonymes, certes, mais c'est des héros. Si vous remarquez, vous allez dans les pays européens là, développés là, vous allez voir dans un village ou une ville, une stèle ou un monument où il y a une liste de soldats qui sont morts, soit tués par la horde hitlérienne, ou bien en tout cas pour un acte d'héroïsme, en tout cas on a fait. Donc ici on n'en est pas encore là, parce qu'il y a tellement aujourd'hui, tous ceux qui sont morts vraiment pour la patrie, c'est des héros. Parce que c'est quoi? Quand on parle d'héroïsme, c'est quelqu'un qui a été quand même utile à sa nation, qui est mort. Je me rappelle, peut-être que beaucoup ne s'en souviennent pas, il y a eu une querelle là, il y a 10 ou 15 ans, sur la question de toponymie. Il y a des gars qui sont vivants à qui on a donné les noms de rue à ces gens-là. Bon, beaucoup ont trouvé, certains même sont allés jusqu'à s'attribuer des noms de rue parce qu'ils faisaient partie de la commission de toponymie. Je sais que ça a créé, ça a créé vraiment, et les gens n'étaient pas d'accord. Bon, c'est passé la polémique, mais je pense que, parce que c'est quoi? C'est une guerre, c'est vraiment mémoriel, c'est pour marquer les mémoires. Sinon c'est quoi? Quand on dit non, pour ne pas oublier, c'est un faux problème. À part ces proches familles-là, c'est des gens qu'on oublie. C'est des gens qu'on oublie non seulement parce que la vie s'écoule, et le temps, c'est un limo qui vraiment couvre tout. Donc il faut un travail mémoriel, un travail d'écriture de l'histoire. Voilà, pour moi, ça n'amène... Évidemment, il y a des héros emblématiques. Vous n'allez pas prendre... Il y a un panthéon pour certains héros. Un Thomas Sankara, un Patrice Lumumba. Bon, ils ont des panthéons particuliers, mais sinon je pense que tous ceux qui sont morts, tous ces militaires qui sont morts pour la patrie, pour moi c'est des héros anonymes. Oui, Xavier. Je voudrais ajouter qu'il faut peut-être associer aussi les historiens anonymes, c'est-à-dire les traditionalistes, forcément ceux qui sont au village, qui ont vécu souvent certains événements qu'on ne parle pas, qui peuvent aussi avoir des informations pour qu'on puisse faire sortir ces héros-là. Parce que quand on remonte un peu dans l'histoire, surtout avant 1919, c'est pas évident qu'on puisse retrouver donc ces héros. Mais il y a aussi un aspect qui est sorti. Je crois qu'il y avait aussi cette polémique liée à personnages et personnalités. Je crois que finalement, ils ont retenu personnages parce que généralement, les personnalités, il faut avoir occupé une fonction officielle pour se faire appeler personnalité, pour figurer un peu dans la liste. Je crois que le travail d'historien est important ici pour qu'on puisse vraiment retrouver les héros
pour les célébrer comme il se doit. Merci à vous, Xavier Belemiégré, d'être venu pour ce débat. Abdoulaye Bari, vous êtes journaliste indépendant et analyste politique. Merci d'être venu pour le débat. Dieudonné Zoungrana, vous êtes éditorialiste et analyste politique. Merci d'être venu pour le débat. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention à cette émission. Rendez-vous est pris dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.